Bonjour tout le monde. Dans les discussions populaires sur les relations internationales, une idée revient souvent. Seuls les grands États comptent. Les petits pays, des figurants, des pions dans un jeu géopolitique dominé par les puissances militaires et économiques. Mais cette vision est non seulement dépassée, elle ignore des dynamiques cruciales qui façonnent la politique mondiale contemporaine. Aujourd'hui, nous allons renverser ce regard. En nous appuyant sur les travaux de Baldio Thoralson et d'autres chercheurs, nous allons voir comment les petits États, malgré leurs limites, peuvent développer des stratégies efficaces pour assurer leur sécurité, préserver leur souveraineté et parfois même influencer l'ordre international. Mais avant de comprendre comment ils s'y prennent, il faut d'abord savoir ce qu'on entend par petit État. Un petit État, ce n'est pas simplement un pays avec une faible population ou un territoire réduit. Ce qui le définit surtout, c'est son incapacité à modifier seul les règles du jeu international. Il dépend fortement de son environnement extérieur et il est vulnérable aux pressions économiques, diplomatiques ou militaires. Mais attention, cette faiblesse structurelle n'exclut pas l'intelligence stratégique. Être petit ne veut dire pas être impuissant. Alors, quels sont les défis concrets auxquels ces États doivent faire face au quotidien? Les petits États doivent composer avec des contraintes majeures qui influencent profondément leur politique étrangère. Une vulnérabilité militaire due à la taille réduite de leur appareil de défense. Une dépendance économique, souvent vis-à-vis de partenaires plus grands. Une capacité diplomatique limitée, faute de ressources humaines et logistiques suffisantes. Et un besoin vital de stabilité internationale, car tout désordre global les affecte de manière disproportionnée. Ces défis sont réels, mais ils ne condamnent pas ces États à l'inaction. Car dans les relations internationales contemporaines, la puissance ne repose plus uniquement sur la force brute. La notion de soft power, popularisée par Joseph Nye, a changé la donne. Aujourd'hui, l'attraction culturelle, les valeurs, la capacité à convaincre et à rallier comptent autant, parfois plus que les moyens coercitifs. Et c'est là que les petits États peuvent briller. Prenons quelques exemples. Le Costa Rica a renoncé à son armée dès 1949. Il a investi dans l'éducation et la diplomatie environnementale, devenant un acteur influent dans les négociations climatiques. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont utilisé leur richesse énergétique pour jouer un rôle de médiateur dans les conflits régionaux, tout en accueillant des événements sportifs et diplomatiques majeurs. Des pays comme la Norvège, la Suisse ou Singapour ont développé une expertise diplomatique reconnue, devenant des intermédiaires crédibles dans les négociations internationales, bien au-delà de leur taille ou de leur puissance militaire. Mais au-delà du soft power, quels sont les leviers spécifiques que ces États peuvent activer pour se rendre visibles et utiles? Les petits États peuvent exploiter des niches stratégiques ou symboliques grâce à certains avantages comparatifs. La neutralité, qui leur permet de jouer un rôle de médiateur dans les conflits. Pensez à la Suisse ou à la Norvège. Leur position géographique, qui peut être valorisée dans des logiques commerciales ou militaires. Le canal de Panama, les bases militaires à Djibouti. Les réseaux migratoires ou diasporiques qui leur donnent accès à des leviers de pression ou de financement, comme le Liban ou le Cap-Vert. Et leur statut moral ou historique, qui peut fonder une autorité symbolique. L'Afrique du Sud post-apartheid ou le Vatican en sont des exemples puissants. Et pour aller plus loin, voyons maintenant les stratégies concrètes qu'ils mettent en œuvre pour exister et influencer. Malgré leurs contraintes, les petits États ont développé des stratégies spécifiques de survie et d'influence. Parmi les plus courantes, les alliances asymétriques. Ils s'associent à des grandes puissances, via l'OTAN par exemple, pour bénéficier de garanties sécuritaires. Cela peut limiter leur autonomie diplomatique, mais c'est souvent un choix pragmatique. La couverture stratégique. Ils évitent de prendre parti entre puissances rivales tout en tirant profit des relations économiques ou sécuritaires offertes par chacune. C'est le cas de nombreux États d'Asie du Sud-Est pris entre la Chine et les États-Unis. La neutralité active. Ils choisissent une position de neutralité officielle, comme la Suisse, pour se préserver des conflits,
tout en s'impliquant diplomatiquement via la médiation ou le développement. La diplomatie de niche. Il se spécialise dans certains domaines, climat, droits humains, cybersécurité, pour peser davantage dans les forums multilatéraux. L'activisme multilatéral. Il participe activement aux organisations internationales, l'ONU, OMC, Union européenne, afin d'influencer les normes, d'accéder à des ressources ou d'obtenir des postes de pouvoir disproportionnés par rapport à leur taille. Et pour illustrer tout cela, rien de mieux qu'un exemple historique audacieux, Haïti sous Henri Christophe. Et maintenant, un exemple fascinant. Contrairement à l'idée que Haïti a toujours été isolé ou impuissant, un épisode remarquable de son histoire illustre une capacité d'action diplomatique ambitieuse dans un contexte mondial extrêmement hostile. Le règne d'Henri Christophe, roi du nord d'Haïti entre 1807 et 1820. À cette époque, Haïti n'est pas reconnu par les puissances occidentales. L'esclavage est toujours légal dans les empires coloniaux, le racisme structure l'ordre international et la loi du plus fort domine les relations entre nations. Et pourtant, Henri Christophe parvient à établir des relations diplomatiques et commerciales avec la Grande-Bretagne, puissance impériale majeure et esclavagiste. Ce geste diplomatique est loin d'être anodin. Christophe agit dans un monde où les États noirs sont perçus comme illégitimes, voire menaçants pour l'ordre esclavagiste mondial. Comme l'a montré Jennifer Yvonne Connelly dans sa thèse Your Majesty's Friend, Christophe a su utiliser une diplomatie de contournement. Il a mobilisé des agents commerciaux, des intellectuels et des abolitionnistes britanniques pour établir des canaux d'échange semi-officiels. Il a combiné discours monarchiques, réputation de stabilité interne et volonté d'ouverture économique pour forcer un espace de reconnaissance tacite, bien que non officiel par les autorités anglaises. Cet épisode illustre qu'un petit État, même non reconnu, avec un leadership visionnaire, peut exploiter les failles du système international pour défendre ses intérêts. Christophe, sans armée puissante, sans soutien international officiel, a su poser les bases d'une diplomatie haïtienne indépendante et stratégique à une époque où tout jouait contre lui. Ce cas montre que même dans un monde hostile, des marges d'action existent. Mais qu'en est-il du cadre institutionnel mis en place après 1945? L'ordre international mis en place après 1945, souvent critiqué comme étant au service des grandes puissances, a aussi offert de réelles opportunités aux petits États. Le multilatéralisme réduit les coûts de transaction, donne accès à des ressources et permet aux plus petits de faire entendre leur voix. Mais pour qu'un petit État tire parti de ces opportunités, encore faut-il qu'il y ait une vision stratégique au sein de son élite, une volonté de long terme et la stabilité interne nécessaire pour la mise en œuvre. En fin de compte, ce n'est pas la taille qui détermine la puissance, mais la lucidité stratégique et la capacité à agir dans les interstices de l'ordre international. L'histoire d'Henri Christophe nous rappelle que même dans les périodes les plus sombres, les petits peuvent choisir d'exister autrement que dans la soumission ou le silence. Si ce sujet vous passionne, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire quel petit État vous inspire le plus. Et selon vous, quelle stratégie est la plus efficace pour exister dans un monde dominé par les géants?